Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis fidèles auditeurs de la Voix des Grands Lacs. J'ai le plaisir d'être ce soir avec le docteur Emmanuel Mwiseneza, qui est un analyste d'origine rwandaise. Professionnellement, il va vous dire exactement ce qu'il fait dans ce pays, la France, parce qu'il est franco-rwandais. Et donc, je le laisse se présenter directement et puis on va passer au sujet du jour. Bonsoir, docteur Mwiseneza. Bonsoir, monsieur Jean-Marie Vianney-Dagrimana. Merci de votre invitation. Voilà, donc je m'appelle Mwiseneza Emmanuel, comme vous venez de le dire. Professionnellement, je suis vétérinaire de formation et d'activité. Et par ailleurs, je m'intéresse à la politique rwandaise, donc je suis analyste politique et je fais partie aussi du parti FDI dont je suis vice-président. Voilà, donc pour précision, je pourrais les ajouter. Les FDU, c'est les Forces démocratiques unifiées. C'est un des partis. Tout à fait, c'est un parti d'opposition au régime du Rwanda. Voilà, un des plus anciens sur la scène politique rwandaise. En exil, bien sûr. En exil, mais nous avons tenté aussi de nous établir au Rwanda. Il y a eu pas mal de difficultés. Parce qu'au Rwanda, ce n'est pas donné d'aller là-bas, d'avoir tous les papiers. Le gouvernement rwandais, en fait, refuse toute inscription de partis indépendants qui ne sont pas affiliés au Front patriotique rwandais de Paul Kagame. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, il refuse de nous reconnaître officiellement, mais dans tous les cas, nous existons et nous sommes bien un parti d'opposition, aussi bien qui a des membres au Rwanda et à l'extérieur, même si nous, le comité, nous retrouvons à l'extérieur, vu toutes les difficultés qu'ils ont opposées à nos anciens camarades, et certains ont été emprisonnés, d'autres ont été tués, d'autres ont pu se réfugier. Et même notre ancienne présidente, Mme Victoire Ingabire, a été obligée de créer un autre parti parce que c'était devenu impossible pour elle de travailler. Voilà, mais le parti est toujours debout et existe et il compte toujours jouer sur la scène politique rwandaise. Ainsi va le Rwanda, mais ce soir, nous allons surtout nous intéresser à la France, à sa politique, bien sûr, au cours du mandat actuel du président Emmanuel Macron, mais aussi des relations entre la France et la région des Grands Lacs. Eh bien, déjà, en commençant par le Rwanda, le dernier mandat du président Emmanuel Macron a été caractérisé par une sorte de complaisance de la France à l'égard de tout ce qui se passe au Rwanda. Et malheureusement, on a fini avec l'un des rapports les plus polémiques et les plus contestés par la communauté rwandaise, en tout cas de France. Il s'agit du rapport Duclerc, le rapport du professeur Duclerc qui a été complaisant, qui a été, je dirais même, trop favorable au président Paul Kagame et à son régime. Nous voilà donc maintenant dans le deuxième mandat du président Macron. Docteur Mwiseneza, est-ce que vous pensez que quelque chose va changer étant donné le nouveau paysage politique français? Bon, merci de me poser cette question. Donc, nous pouvons rappeler que, comme tu viens de le dire, le rapport Duclerc a été commandé par le président Macron. Et au final, on a constaté qu'il était destiné à réchauffer les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, si bien que ça n'a pas été un rapport objectif. Dans tous les cas, nous en avions parlé ici même. Il y a eu toute une émission consacrée à ce rapport où j'avais montré en tout cas toutes les incohérences et toutes les questions qui étaient restées incomplètes ou sans réponse, mais tout en rappelant que son objectif, comme son objectif était de calmer la colère de Kigali pour permettre le réchauffement des relations diplomatiques, cela a été atteint puisque la France a envoyé un ambassadeur au Rwanda, puisque le Rwanda
a un ambassadeur en France. Donc, les relations bilatérales entre les deux pays, on peut dire qu'elles se portent au bon fixe. Toutefois, pour la population rwandaise, surtout pour les gens qui attendaient la vérité et la justice, la population rwandaise est restée sur sa faim, puisque ce rapport n'a pas privilégié la vérité. Et d'ailleurs, vous savez que dans la foulée de ce rapport, même les enquêtes qui avaient été commencées en France concernant les proches de M. Paul Kagame, en ce qui concerne l'attentat de l'avion du président rwandais de Juvenal Habyarimana en 1994. Ce rapport a été, ce rapport du CLER est sorti et en même temps, les enquêtes ont été abandonnées. Donc, le juge a prononcé en non-lieu, ce qui veut dire qu'on ne saura jamais, enfin, en tout cas pas pour l'instant. On espère que dans l'avenir, ce rapport pourra, ces plaintes pourront être encore rouvertes, enfin, l'enquête pourra être rouverte pour que la vérité soit connue sur cet événement tragique qui, je le rappelle, est à l'origine quand même l'élément déclencheur du génocide, qui a emporté près d'un million de personnes et qui continue dont les conséquences continuent d'endeuiller la région des Grands Lacs africains. Voilà, donc ce rapport était destiné au réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Cet objectif a été atteint, mais au détriment de la vérité, historique en tout cas. Mais nous espérons que cela pourra changer lorsque le pouvoir politique aura changé ou lorsque les intérêts géostratégiques auront changé. Alors maintenant, est-ce que le deuxième mandat du président Macron va être différent du premier en ce qui concerne le Rwanda? Bon, je n'ai pas la baguette magique pour le savoir, mais nous pouvons déjà constater que le président Macron n'a plus la majorité absolue qu'il avait dans le précédent mandat. À l'Assemblée législative, il n'a plus l'Assemblée nationale, il n'a plus la majorité, donc il doit composer avec d'autres forces d'opposition. Et là, nous espérons que ces forces d'opposition pourront, lorsqu'il s'agira de prendre des décisions, pourront quand même poser des questions et demander des éclaircissements et demander à ce que la vérité soit privilégiée, soit dite, et que ça ne soit pas uniquement des intérêts diplomatiques qui priment sur la vérité historique. Voilà tout ce que je peux espérer. Soulignons aussi que normalement, comme Rwandais de France ou d'origine français d'origine rwandaise, nous pourrions être ravis de la présence au sein du gouvernement français de notre compatriote, j'ai nommé M. Hervé Berville, mais nous attendons de voir son action concrète. Lorsqu'il s'était présenté au Rwanda, vous savez qu'il avait présenté la France au Rwanda lors de la commémoration du génocide. Et lors de son discours à ce moment-là, en tout cas, il n'a pas donné la gage d'être indépendant par rapport au pouvoir en place. Alors, nous espérons que cette fois-ci qu'il est ministre, il pourra être au-dessus de la mêlée et pourra privilégier la vérité historique, et pourra parler lorsqu'il s'agira de parler du Rwanda, qu'il en parlera de façon indépendante et objective, et en reconnaissant surtout que nous avons un régime non démocratique, pour ne pas dire dictatorial, et que tous les pays du monde aspirent à la démocratie, y compris la France, raison pour laquelle, ou grâce à cette démocratie, notre compatriote a pu être élu député d'abord et puis devenir ministre ensuite. Nous pensons qu'il pourra souhaiter que cela aussi arrive à notre chère patrie, notre pays d'origine. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant.
Voilà. S'il y a d'autres précisions, on pourra toujours les ajouter. Eh bien, ce que vous exprimez, c'est quelque part le souhait de tous les Rwandais de France ou de tous les Franco-Rwandais. Mais il y a quelque chose peut-être à faire aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que vous suggérez à nos compatriotes, aux Franco-Rwandais de France, pendant le deuxième mandat et le dernier certainement du président Macron, lorsqu'on sait que le premier a été calamiteux pour notre communauté, lorsqu'on sait qu'il y a eu un traitement discriminatoire de nos communautés selon les ethnies, telle ethnie avait tout ce qu'elle voulait et se définissait comme telle, alors que les autres étaient considérés globalement comme des méchants ou appartenant au camp du mal. Qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce que la dispersion actuelle, la société civile, tous les mouvements de la société civile, des sens rwandaises qui existent en France, les partis politiques, où chacun essaye de tirer son épingle du jeu ou de naviguer tout seul, est-ce que cette dispersion favorise le succès de nos entreprises? Et finalement, est-ce que si l'on continue dans ce sens, on va aboutir à un certain changement pour être reconnu comme tel et, disons, subir un traitement nouveau, plus favorable? Bon, disons qu'il nous appartient de nous organiser pour créer un climat de respectabilité. Si chacun parle de son côté avec sa petite voix, cela risque de ne pas être entendu. Mais si les gens se mettent ensemble, sachant que les gens qui ont, en tout cas ceux qui ont la nationalité française, ce sont des gens qui votent ces députés, qui votent le président. Ce sont des gens qui travaillent, qui paient les impôts. Ce sont des gens qui participent à la vie active du pays. Donc, ils ont aussi des comptes à demander aux responsables qu'ils élisent et qui financent via leurs impôts. Mais pour que cela porte vraiment des fruits, il faut que les gens se mettent ensemble pour qu'ils soient plus forts. Quand on est ensemble, on est toujours plus fort. Maintenant, il est vrai que il y a la société civile, il y a les partis politiques, il y a des gens qui disent n'appartenir ni aux partis politiques ni à la société civile. Mais s'ils privilégient juste cet objectif de lutter pour la reconnaissance de toutes les souffrances du peuple rwandais sans discrimination, ils peuvent déjà se réunir autour de cet objectif, essayer de parler d'une même voix pour atteindre cet objectif. En tout cas, c'est ce que j'encourage tous les Rwandais, tous les Français d'origine rwandaise qui se sentent discriminés, en tout cas qui ne se reconnaissent pas dans les discours officiels du mandat passé, de se mettre ensemble autour d'un objectif qui est de demander l'égalité de traitement, la non-discrimination selon les origines ethniques ou selon le camp auquel on appartient, et l'exiger finalement, parce que lorsqu'on est citoyen d'un pays, et comme je viens de le dire, qu'on travaille, qu'on paye les impôts, qu'on vote, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. L'un des droits, c'est de ne pas être discriminé, par exemple. La France a bien fait de reconnaître le génocide contre les Tutsis, mais la France elle essaie de faire comme si, au-delà de à part ce génocide, il n'y a rien d'autre. Or, nous savons bien qu'il y a eu le génocide contre les Tutsis, il y a eu le génocide contre les Hutus, même s'il n'est pas reconnu encore par la communauté internationale comme tel, mais ceux qui l'ont subi savent que c'est bel et bien un génocide. Certains documents des parlements l'attestent. Il manquerait que, comme l'avait suggéré le rapport au mapping, un tribunal ad hoc pour officiellement déclarer cela. Mais il appartient aux victimes d'abord de dire ce qu'ils ont subi, ce qui leur est arrivé. Il n'appartient pas en premier lieu à un tribunal ou à un gouvernement quelconque de déclarer cela. Vous savez toujours que la vérité judiciaire arrive toujours tard par rapport à la vérité historique.
vous savez aussi qu'il y a eu d'autres génocides. Par exemple, le génocide des Arméniens a été reconnu 100 ans après. Et il y a même des pays qui ne le reconnaissent pas actuellement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Donc, nous pensons pareil pour le génocide contre les Hutus. Et nous espérons qu'il soit reconnu quand même le plus rapidement possible et qu'on n'attende pas 100 ans comme pour le génocide contre les Arméniens. Mais au-delà aussi du génocide, il y a aussi des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, dont sont responsables certains responsables politico-militaires du FPR. Et même si on s'arrêtait rien qu'à ça, déjà, il devrait y avoir des poursuites. Mais pour l'instant, rien n'a été fait. Nous savons par exemple que le TPIR avait été créé pour juger et le génocide et tous les crimes qui ont eu lieu au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Mais ce tribunal a fermé sans avoir poursuivi un seul membre du côté du FPR. Il a poursuivi seulement ce qui appartenait au camp des vaincus, je veux dire, à l'ancien gouvernement, à l'ancienne armée. Même lorsque la procureure Carla Delponte a voulu ouvrir certaines enquêtes contre certains responsables de FPR, il a été tout bonnement débarqué. Donc, on voit qu'il y a vraiment un problème, une grande injustice qui doit être réparée. Et un grand pays comme la France doit aider à réparer cette injustice plutôt que de la renforcer. Mais il nous appartient à nous de demander à nos responsables de faire cet effort pour d'abord donner un traitement égal à tous les citoyens rwandais ou d'origine rwandaise, quel que soit le camp ou les ethnies où ils appartiennent. Et ensuite, nous souhaitons aussi que la France aide pour pousser à créer ce tribunal tant souhaité, du moins par le prix Nobel de la paix, monsieur Dr Denis Mukwege, qui est suggéré aussi par le rapport mapping report. Si la France déjà aidait dans ce sens-là, ça pourrait déjà déclencher quelque chose qui pourrait être complété par d'autres pays et qui pourrait aboutir à la reconnaissance des souffrances de toutes les victimes. Parce qu'actuellement, malheureusement, la souffrance d'une partie des victimes a été reconnue. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci, docteur Mwiseneza. Vous avez raison de prêcher la Fédération d'énergie, la Fédération des actions au niveau de la communauté rwandaise de France. Je suggère, si vous me le permettez, que vous puissiez, vous qui êtes vice-président d'un grand parti rwandais, de prendre des initiatives dans ce sens. Je suis prêt à contribuer personnellement à ce que cela puisse aboutir, aussi bien en direction des associations de la société civile que de certains partis qui n'ont peut-être pas la même aura, mais qui sont situés en France, pour qu'on arrive à cet objectif. Ceci dit, ce soir, nous allons parler aussi de notre grand voisin, la République démocratique du Congo, en rapport avec ses relations avec la France. Vous le savez, les grandes capitales du monde aujourd'hui ont pris fait et cause pour Kinshasa, contre les invasions venant de Kigali à travers, par le biais du M23. Quasiment toutes les capitales du monde, en tout cas les pays membres du Conseil de sécurité, dénoncent aujourd'hui l'immixtion, pour ne pas dire l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin de l'Est, le Rwanda en l'occurrence, voire l'Ouganda d'ailleurs. La France a fait un geste qui n'était pas, à mon avis, suffisant. Ils ont reconnu que c'était une agression illégale, mais ils n'ont pas désigné du doigt la part du Rwanda dans cette crise et dans cette guerre, parce qu'il faut l'appeler par le nom que cela mérite. C'est une guerre que le Rwanda a lancée contre la RDC à l'est de ce pays, notamment dans le sud Kivu, dans le nord Kivu et dans l'Ituri. Le mois dernier, fin juin 2022, Madame la ministre Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
a rencontré son homologue congolais, M. Christophe Lutundula. Vous êtes sans doute au courant de ce qu'ils se sont dit et de ce qui est sorti de leur rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela va vraiment là où il fallait, là où nous l'attendions, ou c'est un peu trop timide? Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration qui est sortie de cette rencontre? Bon, merci encore pour cette observation. En fait, le communiqué qui a sanctionné la rencontre que vous venez d'évoquer, certes, reconnaît l'agression de la RDC par le M23, reconnaît aussi qu'il y a des pays étrangers qui soutiennent son mouvement, mais ne va pas vraiment, comme certains autres pays ont été directs et précis, jusqu'à accuser le parrain connu par tous de son mouvement, parrain qui est le Rwanda. Bon, cela peut aussi se comprendre dans la mesure où nous savons tout ce que la France, en tout cas au niveau militaire, fait avec le Rwanda. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'armée rwandaise participe au Mozambique à des actions militaires contre des groupes rebelles islamiques là-bas, et que c'est dans une région où notamment Total Énergie exploite des mines de gaz et de pétrole. Nous savons aussi que en Centrafrique, le Rwanda est présent. Évidemment, la France est quasiment partie, mais la France continue quand même d'avoir un certain aide. Il y a aussi des soupçons qui disent qu'après que la France soit invitée à partir du Mali et de cette région du Sahel, qu'elle serait en train de négocier pour que le Rwanda prenne le relais dans cette région. Évidemment, vous comprendrez que si la France invite un pays pour participer à sa place à une opération, elle est toujours derrière. Donc, est-ce que ce sont ces raisons qui poussent la France à être timide pour condamner ouvertement le soutien du Rwanda au M23? La question reste posée. Et il y a aussi une autre chose qu'on peut souligner qui est étonnante, c'est que la France a initié au sein du Conseil de sécurité une décision qui a prolongé l'embargo sur les armes contre la RDC. Alors, imaginez-vous un pays qui est attaqué et contre lequel on prolonge un embargo qui existe depuis, je pense, ça doit exister depuis une douzaine ou 13 ans, cet embargo sur les armes. À l'époque, cet embargo a été pris parce qu'il y avait beaucoup de mouvements rebelles et que certains membres de l'armée étaient accusés aussi de vendre les armes à certains groupes rebelles. Maintenant, entre-temps, la donne a changé. Certains groupes rebelles ont été intégrés dans l'armée congolaise. Nous étions dans une période d'accalmie et de paix. Et voilà que ce mouvement du M23, qui avait été vaincu il y a quelques années, reprend la guerre. Et au moment où ce mouvement reprend la guerre, on prive à la RDC les moyens de se défendre. Et cette France est le premier qui soutient cette décision sur l'embargo. Je peux signaler que les pays africains membres du Conseil de sécurité, qui sont le Kenya, le Ghana et le Gabon, se sont abstenus pour voter cette décision. Alors, pourquoi la France, qui, d'après la rencontre de la ministre des Affaires étrangères de l'Europe, reconnaît l'agression par le M23, mais en même temps accepte de soutenir la prolongation de l'embargo sur les armes? Donc, c'est une grande question à laquelle je ne peux pas répondre. Seuls les diplomates français peuvent répondre. Je ne reconnais pas
la réponse qu'il nous donnerait, mais on peut soupçonner quand même que ceci est lié à toutes ces relations que la France entretient actuellement avec le Rwanda. Je pourrais dire pour ne pas fâcher son allié au Mozambique, son allié en Centrafrique, son allié futur probable dans la région d'Israël. Mais malheureusement, tout ceci se fait au détriment du peuple congolais, d'abord, et du peuple rwandais ensuite. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que la France, lorsqu'il s'agit de défendre les populations, elle est toujours timide. Donc, on voit qu'il y a toujours un calcul d'intérêt derrière stratégique et géostratégique qui fait que, au lieu de soutenir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, comme le demande notamment le thème Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2021, préfère soit s'abstenir, soit utiliser des termes un peu vagues pour ne pas fâcher son allié, parce que derrière, il a d'autres intérêts. Donc, je ne sais pas si on n'a peut-être pas le temps de rentrer en détail de tous les intérêts que la France pourrait avoir dans cette région, mais on n'est pas sans ignorer que Total Energy toujours exploite du pétrole en Ouganda, par exemple, autour du lac, dans le lac Albert, il y a du pétrole nouvellement découvert qui est exploité par cette société. Et on sait que dans d'autres pays aussi où Total exploite du pétrole, il y a eu toujours ce problème que les présidents dictatoriaux ou qui ont été élus à un moment donné mais qui ont voulu rester au pouvoir ad vitam aeternam, lorsqu'ils servaient l'intérêt de la France dans ces exploitations, ils étaient soutenus. Et lorsqu'il y avait un président qui voulait s'opposer à cette exploitation ou qui voulait du moins que cette manne pétrolière profite à la population, que l'exploitation puisse apporter aussi des fruits aux pays qui vont être originaires sur le pétrole, ça a toujours été problématique. Donc, nous pouvons dire que nous sommes en face d'un problème d'intérêt géostratégique face à un problème de droits de l'homme, de liberté et de démocratie. Et pour l'instant, je pense que la France, en tout cas, ne montre pas une position claire en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix. Même si le discours est un peu mitigé, mais il n'y a pas vraiment d'annonce claire comme certains autres pays l'ont fait en condamnant, en pointant du doigt le vrai responsable, le vrai soutien de ce mouvement rebelle de M23, en tout cas en ce qui concerne le Congo. Voilà, cher Ndagima, est-ce que je peux dire pour l'instant? Il y a un élément qui m'a frappé en particulier dans la déclaration justement du ministère des Affaires étrangères de la France. C'est le paragraphe où, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement congolais, la France a, quant à elle, mis pêle-mêle le M23, les ADF, le CODECO et le FDLR. Alors que le Congo, le gouvernement congolais officiellement, a voulu absolument faire le distinguo entre tous ces mouvements, parce que le M23, c'était un groupe rebelle venu directement de l'étranger pour attaquer le Congo, alors que les FDLR, certes, ont eu des périodes de brouille avec la RDC par rapport à leur intention de rentrer au Rwanda par des moyens violents, ce qui peut être leur droit. Ce sont des réfugiés qui sont à l'extérieur depuis maintenant presque 30 ans. Eh bien, le Congo dit que la question des FDLR ne les concerne pas. Ce sont des réfugiés. Et donc, leur cas concerne le Haut-Commissariat aux réfugiés et le Rwanda, leur pays d'origine. Mais la France a quand même mis les FDLR sur les groupes qu'il faut combattre. Vraiment, j'ai beau chercher, essayer de comprendre. Je n'ai pas trouvé une raison quelconque pour mettre les FDLR et les M23 dans le même sac. C'est vrai que quand le Rwanda parle des FDLR,
en essayant de justifier ou de légitimer son attaque contre le Congo, son agression, cela peut être compris et compréhensible de la part de l'agresseur rwandais. Mais que la France s'en mêle pour déterminer qui est l'adversaire ou l'agresseur du Congo, alors que le Congo n'en demande pas tant, on peut se poser des questions. C'est comme si Paris voulait donner une sorte de gage à Kigali pour leur dire, oui, voilà, c'est vrai que nous avons aussi le ministre congolais des Affaires étrangères, mais c'est vrai aussi que nous avons pris en compte vos préoccupations par rapport au FDLR. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Vous avez raison d'être choqué par cet amalgame. C'est ce qu'on appelle noyer le poisson en quelque sorte. Le Congo présente un problème d'une agression par un mouvement rebelle soutenu par un pays qui l'ignore. Et la France fait un communiqué en disant, en voulant dire, en groupe, tout mettre ensemble en disant il y a des groupes rebelles, l'ADF, les FDR, qu'il faut combattre. Sauf que ces groupes en question n'ont pas attaqué le Congo, comme tu viens de le dire, mais ils n'ont même pas attaqué les FDL n'ont pas attaqué le Rwanda. Si le Rwanda était attaqué, qu'il poursuivait les FDL au Congo, on pourrait le comprendre, mais ce n'est pas le cas. Et en plus, on sait que depuis plusieurs décennies, il y a eu des opérations conjointes entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise pour combattre ces rebelles, les FDLR. Il y a eu Mojawetu, il y a eu Sokoya 1, 2, il y a eu pas mal d'opérations. On se souvient aussi que même l'armée rwandaise, sous couvert de l'armée congolaise, est allée jusqu'à tuer le chef, l'ex-chef de l'FDLR, le général Sylvestre Mudachumba. Tout cela avec la permission de l'armée congolaise. Par contre, les rebelles congolais qui ont demandé, enfin, qui sont soit réfugiés au Rwanda en tout cas, comme Laurent Nkunda, n'ont jamais été inquiétés, n'ont jamais été remis à l'autorité congolaise, comme ils l'ont réclamé quelquefois. Même ceux qui dirigent le mouvement le M23 actuellement, ils étaient réfugiés soit au Rwanda, soit à Kampala. Aucun de ces pays n'a daigné les remettre aux autorités congolaises. Donc, on voit qu'il y a une sorte d'asymétrie dans la collaboration. Le Congo, qui a, pendant toutes ces années, accepté les demandes du Rwanda, de l'Ouganda, voire d'autres pays, lui, en réalité, il n'a jamais rien reçu en retour. Parce qu'on ne lui a jamais permis d'aller combattre les M23 à leur base, par exemple. Ce n'est pas que le Congo ignore d'où transitent les armes, d'où viennent les armes, mais ceci ne leur a pas été permis d'aller à la source, contrairement au Congo qui a accepté que le Rwanda, l'Ouganda, aillent combattre leur rébellion supposée dans ces pays. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on peut se demander quand même ces rebelles dont on parle depuis une vingtaine, maintenant depuis 98 au moins, ça va nous faire 24 ans, contre lesquels plusieurs attaques ont été lancées. Si on n'est pas parvenu à les neutraliser, c'est que le problème, la question, la solution n'est peut-être pas militaire. Pourquoi alors les autorités rwandaises n'acceptent pas ce qu'ils proposent aux autres pays? Paul Kagame lui-même a récemment dit au Congo qu'il doit accepter de se mettre sur la table avec le M23 pour discuter des problèmes qui ont fait qu'ils ont pris les armes, s'il y en a. Mais lorsqu'on lui parle et que lui aussi doit discuter avec ses rebelles, il se rebuffe. Donc là, il y a une incompréhension. Alors la France, si elle doit dire, voilà, il y a les M23, il y a les FDLR, il y a l'ADR, il devrait aussi dire, voilà, toutes ces rébellions doivent aussi, leurs pays respectifs doivent les prendre en charge et chercher les solutions politiques qui sont à leur origine. Parce que, puisque apparemment, du moins si on nous dit que les FDL existent toujours, ça veut dire que la solution militaire n'a pas permis de venir au bout de ces rebelles. Ça veut dire que le problème est plus important que juste la présence militaire.
Donc, la France aussi devrait, dans ce sens, aider, si elle veut vraiment aider à l'instauration de la paix durable dans cette région, aider à ce que chaque pays puisse discuter avec ses citoyens qui ont trouvé refuge dans des pays limitrophes pour que le problème soit résolu une fois pour toutes. Nous attendons donc que ce pays fasse cet effort, il fasse comprendre à ses alliés qui sont que le Rwanda actuellement, qu'il faut en tout cas privilégier des solutions politiques aux solutions militaires. Nous savons ce que le Rwanda a dit et a dit, ce sont des génocidaires, ce sont des criminels. Mais attendez, les enfants qui sont nés dans la forêt congolaise, on ne peut pas dire qu'ils sont criminels, qu'ils sont génocidaires. Ceux qui sont partis avec à 1 an, 2, 3, 4, 5. Donc, tout ça pose quand même un problème. Le Rwanda doit dire, voilà, il y a des génocidaires devant, donner la liste complète, pourquoi pas, et l'arrêter une fois pour toutes aussi, ne pas la modifier à chaque fois au gré des aspirations ou des envies du jour, et puis dire que cela peut-être ne sont pas invités à la discussion politique, mais que tous les autres peuvent être invités à la discussion politique. Mais cela dépasse aussi le FDLR. Hein. Il y a pas mal d'autres mouvements qui sont au Congo, mais aussi ça veut dire aussi tous les partis politiques qui exercent un exil, dont nous, à un moment donné, il faudra quand même accepter cette table ronde. Nous appelons ça un dialogue interrwandais inclusif pour qu'on puisse parler de tous ces problèmes et trouver une solution durable, une solution politique, puisqu'on se rend compte que la solution militaire, en tout cas, depuis plus de 20 ans, n'a pas marché. Et n'a pas marché, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rwanda qui le dit, puisqu'il continue de dire qu'il y a toujours des FDLR dans cette région, alors qu'on sait qu'il combat depuis une vingtaine d'années, qu'il a eu les autorisations d'aller les pourchasser, d'aller les combattre dans cette forêt complète. Voilà. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est que la France devrait faire la distinction entre un pays qui est attaqué par un mouvement rebelle, qui est soutenu par un pays étranger, et que le Congo non, et faire la distinction entre d'autres mouvements rebelles supposés qui sont dans ce pays, qui les a accueillis, mais dont on n'a jamais entendu parler qu'ils ont attaqué leur pays d'origine. Et se demander si la présence de ces gens depuis une vingtaine d'années, depuis 25, 26, 28 ans, leur existence et leur survie n'est pas justifiée par un manque de solutions politiques, toujours en privilégiant des solutions militaires, mais qui n'ont pas donné, en tout cas, de résultats, qui n'ont pas permis de les anéantir à 100%, puisque, évidemment, c'est difficile d'étouffer à 100% l'aspiration d'un peuple, même s'il est minoritaire aussi, minoritaire soit-il. Voilà. Donc, il faudrait vraiment que les pays comme la France osent avoir ce courage politique de dire à leurs alliés, voilà, il faut résoudre des problèmes politiques dans votre pays avec vos réfugiés, que vous les appeliez rebelles ou pas, et laisser le Congo aussi résoudre ces problèmes sans interférer, sans soutenir les rebelles qui attaquent le Congo, d'autant plus que le Congo, lui, n'a jamais refusé de discuter avec qui que ce soit. Le Congo dit que ceux qui ont des revendications politiques sont les bienvenus. Il y a eu des discussions à Nairobi, il y a eu des discussions en Angola, il y a eu, voilà, le Congo n'a jamais voulu dire que, voilà, on ne peut pas discuter avec qui que ce soit. Mais évidemment, il a des conditions, il dit, voilà, ceux qui attaquent, évidemment, on ne peut pas venir dire, on discute en vous forçant la main, mais ils disent ceux qui veulent vraiment, ceux qui ont des revendications, ceux qui ont des revendications politiques, ils peuvent les exprimer clairement. Nous sommes là pour les écouter. Voilà. Est-ce que le Rwanda a dit une chose pareille? En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Écoutez, docteur Mwiseneza, merci beaucoup pour vos explications et pour une analyse aussi claire et complète, à mon avis. Nous parlerons peut-être dans notre prochaine émission de questions plus internes au Rwanda.
Là, aujourd'hui, c'était la diplomatie, c'était la relation entre la France et le Rwanda. Mais un de ces 4 matins, nous pourrions exposer à nos auditeurs et à nos téléspectateurs ce qui se passe réellement au Rwanda en matière de violation des droits de l'homme. Parce que je ne peux pas parler de respect, de promotion des droits de l'homme. Non, c'est des violations au quotidien. Vous le savez mieux que moi, le parti que vous représentez, les FDU, Force démocratique unifiée, ont été saignés, mais alors vraiment saignés, par le régime de Paul Kagame. Lorsque Victoire Ingabire était encore la présidente de votre parti au Rwanda, la plupart, sinon tous ses collaborateurs ont été arrêtés, beaucoup ont disparu, d'autres ont été assassinés, et le mouvement continue aujourd'hui. Il ne s'agit pas de FDU seulement ou du parti actuel de Victoire Ingabire et d'Alpha. C'est toute l'opposition rwandaise, tous les activistes des droits de l'homme, les youtubeurs. J'aimerais bien que vous nous aidiez à décortiquer tout ça et à présenter vraiment un dossier complet, surtout que les organisations des droits de l'homme internationales, en tout cas comme le FIDH, aujourd'hui, ils ont sorti un rapport très intéressant, le Human Rights Watch, qui est américain, Amnesty International. Ces derniers temps, ils ont sorti plusieurs rapports pour attirer l'attention de la communauté internationale et surtout des pays du Conseil de sécurité à ouvrir les yeux pour sauver le peuple rwandais de la tyrannie actuelle et surtout de ce processus d'assassinat, de disparition, de kidnapping et autres. Donc aujourd'hui, on ne va pas revenir sur tous ces points, mais acceptez que je vous invite à une émission où ce sera vraiment le focus, le point focal d'une émission qui pourrait être plus longue, qui pourrait, par exemple, se passer la semaine prochaine. Docteur Mwiseneza. Oui, bon, tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais moi, lorsqu'il s'agit de parler des problèmes du Rwanda, je suis intéressé parce que c'est pour ça que je lutte. Je lutte, c'est pas pour moi, j'ai pas beaucoup de problèmes. Mais bon, évidemment, j'ai pas mon pays d'origine où je peux faire, enfin, ça me manque, je ne peux pas le mentir, mais comparé à tous ces Rwandais qui subissent la dictature au jour le jour, je suis un privilégié. Mais si je me lève, que je m'en bats, que je m'engage, c'est pour défendre tous ces petits gens. Donc, c'est quand tu veux qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Il y a juste une petite chose que je voudrais ajouter que j'ai oublié pour signaler l'impartialité, plutôt la partialité de la France. Vous avez sans doute appris que récemment, Paul Kagame, le président du Rwanda, a reçu une médaille de la francophonie. J'ai oublié le nom exact de la médaille, mais c'est une médaille qui est donnée à quelqu'un qui a en tout cas contribué à la promotion d'une langue. Or, nous savons tous que le Rwanda a aboli le français il y a quelques années, a privilégié l'anglais, donc qui a pris le dessus. Avant, vous savez qu'ils ont commencé au départ, quand le père avait pris le pouvoir, ils avaient commencé à faire cohabiter les deux langues, ce qui n'était pas mauvais dans un climat international. Connaître l'anglais et le français, c'était une bonne chose. Mais lorsque les mandats d'arrêt du juge Jean-Louis Le Bruguière ont été lancés contre les proches de Kagame, le Rwanda, comme par hasard, a aboli le français, détruit le centre culturel, chassé l'ambassadeur de France. Donc, quelques années plus tard, évidemment, nous en parlions au début, on fait un rapport du CREA, on fait une absolution pour tout ce que le Rwanda a fait ou est soupçonné d'avoir fait, on réchauffe les relations diplomatiques, on réenvoie les ambassadeurs. Mais avant ça, vous savez qu'on avait aussi donné la francophonie. La présidente de la francophonie à Louise Mushikiwabo, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda, alors que le Rwanda était à ce moment-là quasiment anglophone, que le français était quasiment aboli. Et pour couronner le tout, le comble de l'histoire, donc on donne le prix à M. Kagame comme quelqu'un qui a contribué au progrès de la langue française. Vous voyez, là, c'est quand même se moquer du monde. Là, c'est se moquer du monde.
Et en plus, cela a été fait au moment où le Rwanda venait d'organiser le CHOGM, la conférence des pays du Commonwealth, où le Rwanda venait de prendre la tête de cette organisation. On peut rappeler aussi que le Rwanda n'a jamais été colonisé par les Anglais, par la Grande-Bretagne. Et donc, le Rwanda a intégré le Commonwealth par une volonté politique de tourner la page française pour rejoindre le côté anglophone. Et malgré tout ça, la France continue de donner des médailles. Donc, ceci nous appelle vraiment à la réflexion et à nous demander sur qu'est-ce que la France vise dans cette région, dans son pays, et à examiner les moyens qu'elle utilise et la façon dont elle s'y prend, et interroger les politiques français aussi, et leur dire, voilà, ça c'est quand même un peu exagéré, c'est dépasser les bornes, c'est dépasser les limites. Voilà, j'avais oublié d'ajouter ça. Je pense que ça valait la peine d'être dit pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi cette actualité. Eh bien, c'est un élément très important. Je n'ai pas voulu vous rappeler ça parce que j'y pensais aussi. Effectivement, ce n'est pas normal que pendant que Kagame devient le président en exercice du CHOGM, c'est-à-dire le sommet des pays du Commonwealth, Paris lui fasse un cadeau, une médaille de la première catégorie des médailles de la francophonie, sans doute aussi pour préparer les prochaines élections du nouveau ou de la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Tout ça ne trompe personne. Mais je peux dire à Paris que Kagame, son régime, c'est un cheval boiteux. Et donc, je pense qu'il devrait peut-être commencer à penser à autre chose, à changer de cap et à soutenir le plus grand pays francophone du monde, la RDC. Parce qu'on l'oublie souvent. Ou alors qu'on nous dise que la francophonie ne représente plus rien aux yeux de Paris. Voilà, je suis peut-être trop sévère, mais c'est ce que m'inspire vraiment. C'est ce que m'inspire la position de la France et même la déclaration de la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe après la visite du ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Docteur Mwiseneza Joe, merci beaucoup. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une très prochaine occasion, probablement la semaine prochaine. Merci à vous. Mais bon, c'était après le travail. Il y a un peu de fatigue, mais je pense que j'ai essayé de répondre à vos questions. C'était parfait. Je crois que Voilà. notre public appréciera beaucoup. Merci beaucoup. Merci, docteur.